Barbara Thierry-Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes en poste ici au Japon depuis un peu plus de 2 ans chez Nissan, après une longue carrière très diverse chez Renault. Vous vous occupez maintenant de l'Afrique et du Moyen-Orient, du développement. L'Afrique, on parle toujours de cet énorme potentiel de l'Afrique. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 million de voitures sur l'ensemble du continent. Le marché mondial, c'est 74 millions de voitures par an. Qu'est-ce qui manque pour que ce chiffre de 1 million, pour près d'1 milliard d'habitants, explose et devienne un marché comme les autres pays émergents d'Asie? Et comment vous voyez, quels sont les pays qui pour vous vont être porteurs et vont vraiment boomer dans les années qui viennent? Alors tout d'abord, qu'est-ce qui manque? Je pense que dans le passé, il y a eu un gros manque d'accès au financement. Donc on a pas mal parlé de la mobile money, qui est un gros changement en Afrique. Aujourd'hui, toutes les prévisions disent que le marché va exploser. Donc effectivement, on peut toujours se poser la question pourquoi maintenant, pourquoi pas avant. Mais si on en croit les forecasts, ça va aller très vite. Donc la population va grandir très vite, va faire 1/4 de la population mondiale d'ici à 2050. Très jeune population, donc on aura un besoin important. Donc s'urbaniser énormément également. Donc on va passer d'environ 30% d'urbanisation à quasiment 60%. Donc à partir du moment où on a urbanisation, on a besoin de transport. Donc à la fois des transports publics et privés, probablement aussi au départ un fort besoin sur les 2 roues et puis qui évolueront vers le futur. Pour l'instant, Nissan a 2 sites de production, si je ne me trompe pas, ou d'assemblage, disons. Oui. Alors Nissan en fait a 4 sites, 2 sites complètement en full property, qui sont un site en Afrique du Sud et un site en Égypte. Puis ensuite 2 sites sur lesquels on produit avec des partenaires locaux au Nigeria et au Ghana. D'accord. Et Renault? Et Renault, donc plutôt localisé en Afrique du Nord, donc Maroc, avec 2 gros sites au Maroc, très fort en Algérie. Les productions de voitures. voitures. C'est complémentaire en fait. Nous, on est plutôt, Nissan est plutôt fort Afrique du Sud, Égypte, de par les sites de production et l'historique, mais aussi très fort en Sub-Sahara, dans les pays subsahariens. Et Renault est très fort en Afrique du Nord, si on devait simplifier la répartition des points forts. D'ailleurs, on parle beaucoup au sein de ce grand plan de refonte de l'Alliance lancé par Jean-Dominique Sénard, d'un modèle leader-follower, c'est-à-dire où sur chaque zone géographique ou chaque produit, une des 2 marques serait un peu en avant et l'autre serait dans sa suite. Est-ce que ça pourrait s'appliquer à l'Afrique, ce modèle? Alors d'abord, l'Afrique, à la fois c'est une zone, mais c'est plutôt 54 zones en fait, donc c'est compliqué. On voit bien qu'à partir du moment où Renault est très fort en Afrique du Nord et Nissan fort en Afrique du Sud, Sub-Sahara, Égypte, le schéma pourrait s'appliquer, il est en même temps pas très naturel. Pour moi, il s'appliquera plutôt en termes de produits sur les technologies, ça c'est clair, et puis il s'appliquera également beaucoup, je pense, en priorité en Europe. D'accord. Vous parliez là du potentiel de développement sur l'Afrique, vous parliez de la monnaie mobile, donc c'est-à-dire les gens ne passent pas par l'étape j'ai un compte en banque, je demande un prêt à mon banquier, on va aller tout de suite sur des services digitaux sur son smartphone. Comment vous pouvez promouvoir une expérience aussi digitale pour vos clients? Je sais que vous travaillez sur ce genre de digitalisation de la vente automobile, c'est-à-dire on ne va plus chez son concessionnaire? Oui, alors bon, en plus malheureusement le contexte Covid-19 a, je dirais, accéléré des choses qu'on avait d'abord commencé à travailler sur la digitalisation du contact avec le client. Donc on a par exemple lancé en Afrique un Shop at Home. Donc Shop at Home, globalement sur notre website, les gens peuvent accéder à un virtual showroom, ils peuvent accéder directement à un vendeur qui peut leur faire un tour virtuel sur un véhicule avec des explications, ils peuvent accéder à une pré-demande de financement et des simulations et un order online, une commande online. Donc ça évidemment on ne l'a pas mis en place en 2 mois, donc c'est des choses sur lesquelles on travaillait. Par contre on a accéléré, on a mis en place au mois de mai en plein Covid-19. Et ce qu'on voit, c'est que donc, en Afrique du Sud et en Égypte, qui sont les 2 pays où on a fortement lancé, on a plus de 100 000 connexions déjà. Donc en fait, on a une adoption qui est très très rapide, puisque globalement en Afrique, comme je l'expliquais, on a une connexion et un taux de mobile phone qui est très très élevé. Très peu de gens sont passés par la case ordinateur, dans lesquels on est passé dans les pays plus traditionnels, mais tout de suite adopté le mobile. Donc ça répond très facilement à leurs besoins. Et les essais de voiture, c'est-à-dire que vous allez amener la voiture en bas de chez votre client ou dans des spots de... Exactement. Donc ils peuvent commander un test drive sur ce shop at home et puis on peut amener le véhicule soit at home, soit dans une zone. Ouais.
Et financièrement, c'est intéressant pour un groupe. Le fait de zapper l'étape du concessionnaire, en termes de gain marketing, c'est aussi des ventes avec plus de profit ou pas? Alors, pas forcément. Pour moi, c'est un nouveau channel. En tout cas, c'est complémentaire. Dans certains pays, ça nous permet d'aller dans des endroits où on ne pourrait pas aller, puisque notamment en Afrique, on n'a pas forcément un dealer network qui est très très bien implanté partout. Donc, ça a un vrai potentiel aussi dans des endroits où on est moins présent. Et puis, par les temps qu'on est en train de vivre, voilà, on se rend compte que c'est un bon complément. Mais ce n'est pas forcément dans une recherche de plus grand profit, c'est plutôt dans une recherche de complémentarité de nos channels, en fait. De nos canaux, pardon, pour le franglish. Sur la réforme vous dites CAS, je ne me rappelle plus comment vous dites, enfin, autonomisation, électrification, vous avez commencé à déployer dans certains pays africains un réseau de recharge électrique, mais pas seul, enfin en partenariat, si je me rappelle bien. Alors en Afrique du Sud, en fait, on a déployé d'abord avec le gouvernement sud-africain et puis avec BMW. En 2015, on a signé un MOU et on a mis en place 90 stations de charge en Afrique du Sud. Et on était aussi les premiers à lancer un véhicule électrique en Afrique du Sud, qui était la LIF, donc en 2013. Donc ça a démarré en Afrique du Sud. Maintenant, pour moi, ce qui sera le vrai accélérateur du véhicule électrique, la première chose, c'est d'avoir une vraie stratégie et des vrais policies. Je ne vais pas trouver le mot en français, mais avec le gouvernement, c'est-à-dire des accords clairs sur comment aider l'achat d'un véhicule électrique, comment privilégier pour faire amener cette technologie, parce qu'au départ, il y a un investissement dans cette technologie, à la fois dans les infrastructures et puis à la fois pour le client. C'est ce qui aidera pour moi à faire l'accélération sur le véhicule électrique. Et puis en ce qui concerne l'Afrique, pour moi, on a aussi un virage à prendre en Afrique. C'est-à-dire que si les forecasts deviennent réels, on va avoir une très forte augmentation des véhicules, une très forte augmentation des très grosses villes. Donc on a de toute façon un sujet à traiter qui est comment on amène de nombreux véhicules dans des endroits où on va avoir des personnes dans des villes très chargées en limitant la pollution et de façon sustainable. Voilà. Donc, ce sujet-là, il arrive de toute façon en Afrique. À quelle vitesse? On peut toujours débattre des forecasts, mais pour moi, ça sera un vrai game changer. On ne peut pas y aller tout seul, ça veut dire qu'on doit construire ces stratégies, ces infrastructures avec les pays, avec des partenaires locaux. Mais c'est un des vrais virages. Et on avait des discussions intéressantes sur aussi la dépendance de l'Afrique aujourd'hui aux énergies, pétrole. Dans un pays où finalement il y a un taux d'ensoleillement record, dans un pays où il y a aussi des énergies éoliennes, par exemple en Égypte, comme le citait Engie, pour moi il y a un vrai écosystème à réfléchir en Afrique. Merci.